Bonjour à tous et bienvenue sur Après tout. Moi, c'est Andy et chaque mois, j'invite une artiste émergente à parler de sa pratique. Quelqu'un qui ne vit pas encore de son art, mais qui crée quand même chaque jour ou presque. Aujourd'hui, j'accueille Asna. C'est une artiste R&B basée à Londres qui vient de sortir son tout premier EP il y a quelques semaines. On s'est rencontrés via des connaissances en commun et j'ai tout de suite matché avec sa vibe. Il y a quelque chose dans sa musique qui t'attrape et qui ne te lâche plus. Dans cet épisode, on va explorer une partie de son univers, d'où elle vient, comment elle crée et tout ce que la musique lui a coûté et apporté. Salut Asna, Salut Andy, ça va? ça va et toi? Très bien. Et déjà, première question, présente-toi, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu? Moi, je m'appelle Hasna, je viens de région parisienne. Je fais de la musique depuis 5, 6 ans maintenant. Pas à plein temps, mais pas, c'est pas ce qui me rapporte de l'argent à plein temps du coup. Et je suis artiste, autrice, interprète, compositrice et maintenant un petit peu productrice. Mhm. Et voilà. Et dans tes études, toi, t'étais partie pour ça? T'as une formation musicale de base? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait des études littéraires au début au lycée. Ensuite, je suis partie sur littérature générale et comparée et histoire. Du coup, je voulais Ok, partir plutôt dans de la recherche. Mon master de recherche a fermé, donc j'ai fait de la médiation culturelle avec une spé géopolitique. ok. Et ensuite, je suis partie à Londres où j'ai commencé du coup à faire de la musique et en même temps, j'étudiais la médiation culturelle en art contemporain plus spécifiquement. Et en fait, d'une chose à une autre, j'ai commencé à faire du son. J'ai toujours eu des pratiques artistiques. Avant, je dirigeais un magazine à la Sorbonne qui s'appelait Nouvelle Vague. Hem, j'ai eu un podcast. Enfin, j'ai Ouais. toujours fait des pratiques un peu adjacentes à la musique, mais j'avais pas trop osé encore, faire ça, en fait. Et je m'y suis mise pendant le confinement. Ok, et ça a été quoi ton déclic pour la musique? En fait, c'est une copine qui, pendant le confinement, on faisait du karaoké. Ouais. En ligne et elle m'a dit: «Tu prends ça un peu trop au sérieux, ma chérie. Mhm. C'est que un jeu, sur internet», tu vois? Et j'étais vraiment trop à fond et en fait, on en parlait et moi j'étais très timide sur cette question-là parce que je faisais un peu de guitare ici et là, mais je pense que c'est Mhm. une pratique qui m'a toujours beaucoup impressionnée, où je traînais avec beaucoup de musiciens qui pour le coup, pour beaucoup avaient fait des écoles de musique, avaient été au Ouais. conservatoire et cetera et du coup je me sentais pas forcément d'entrer dans cette discipline-là et elle, en voyant que je prenais mon karaoké trop au sérieux, et Mhm. c'est pas du tout ironique, c'est vraiment comme ça que c'est passé. On a commencé à en parler, et puis elle m'a offert le starter pack Focusrite Ouais. pendant le confinement. Bah, Ouais, celui-là. exactement. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté Ok. de faire du son. Et ce qui a vraiment déclenché le truc, c'est j'ai fait une cover de Luigi. Je l'ai posté 30 secondes sur Instagram. J'avais la peur au ventre et tout. Et en fait, après ça, j'ai reçu des messages de gens qui étaient à peu près au même niveau que moi, tu vois, qui essayaient de faire des sons et tout. Et voilà, ça a commencé. Ok. Ouais. Et du coup, moi, j'ai mis dans l'introduction que tu étais en chanteuse R&B. Mmh. Toi, c'est comme ça que tu te qualifies aussi? J'ai un peu une relation complexe avec Le le j terme? en fait, je sais pas si je fais du R&B, je trouve que c'est un genre qui me plaît beaucoup et je pense que c'est un genre qui, au début, hem, a été m'a beaucoup appelée parce que c'est, très soulful, c'est des accords que j'adore et tout, Mmh. c'est des sonorités qui sont très chaudes et je pense que naturellement, c'est là où je me suis posée au début, mais j'ai tellement d'influences différentes. Aujourd'hui, je dis alternatif R&B pour, honorer, là où j'ai commencé, c'est-à-dire avec le R&B, plus, pur et dur, tu vois? Mais j'ai beaucoup d'influences, rock, j'ai beaucoup d'influences, ouais, surtout rock ces derniers temps. Je fais de la trip hop, beaucoup Mmh. et donc je dirais alternatif R&B pour l'instant, Ouais. ouais. Moi, de toute façon, j'ai l'impression que de nos jours, c'est dur de coller à un seul genre et de rester dans une seule case précise, tout, tu Ouais. vois. Tes textes, à chaque fois, ils sont d'une tristesse. Et je voulais savoir pourquoi. C'est une émotion qui te parle plus dans l'inspiration, parce que bah, de toute façon, ça va aussi dans le genre. Et il y a beaucoup d'artistes qui chantent la tristesse. Mais je voulais savoir, toi, c'était quoi ton affect par rapport à cette émotion? Ma musique, elle c'est un peu comme un journal intime, aussi cliché que ça puisse, sonner Ouais. et du coup,
mes textes sont tristes parce que, c'est ce que j'ai à raconter, tu vois? Ouais, Hem, c'est une émotion qui, je trouve, tu vois, moi, dans la vie, de tous les jours, je suis pas, tout le temps triste, ouais, du tout, tu vois? Et je pense que la musique, c'est un endroit qui est, privilégié pour moi dans le sens où c'est là où tu peux raconter des choses que tu vas pas forcément raconter, à tes potes quand tu bois un café, ou autre, tu vois? Ou des choses où je suis pas forcément à l'aise, que je suis pas forcément à l'aise d'exprimer ailleurs. Et du coup, je pense que c'est peut-être pour ça que mes textes sont tristes parce que c'est tout ce que tu dis pas dans ta vie de tous les jours, que tu ouais. peux finalement raconter quelque part. Et malheureusement, dans mon cas, bah, c'est des trucs qui sont pas très, pas très joyeux, quoi. Mais est-ce que du coup, quand tu mets toutes ces émotions, par exemple, dans une chanson, que le produit il est fini, Mmh. est-ce que tu as besoin d'un temps pour décanter un peu de cette énergie? Est-ce que tu te mets pareil au moment où tu écris dans dans une transe un peu particulière ou enfin c'est quoi ton mécanisme émotionnel et même juste ton ta démarche Mmh. artistique? Pour ce qui s'agit d'écriture, ça pour moi, ça vient en beaucoup d'étapes. J'écris beaucoup déjà, dans la vie de tous les jours. Pas forcément des chansons, mais des choses qui vont process, ce que j'ai dans la tête, en Ouais. général. Et du coup, le premier process, c'est vraiment de mettre, des mots sur, ce que je ressens en Mmh. général. Sur ce que je ressens et ensuite, l'idée, c'est que je vais commencer à écouter des sons, à jouer de la guitare et cetera. Et en fait, à force d'avoir écrit sur un sujet ou Mmh. d'avoir, exploré un truc, même dans des textes qui sont pas musicaux, je me forme un peu en fait, la chanson, elle se forme en plein d'étapes dans ma tête et j'arrive au bout d'un moment avec, des accords et avec une mélodie qui est une sorte de produit fini de toutes ces semaines parfois d'avoir juste écrit tout et n'importe quoi, sur des carnets toute la journée. Ouais, tu plutôt team carnet? Je suis vraiment type carnet. J'en Ouais. parlais hier avec un pote. Au studio, je suis la relou qui a son carnet de notes. Je ne peux pas, écrire des paroles sur mon téléphone. Ouais. Il y a un truc enfin et je pense que c'est très propre à chacun parce qu'il y a des gens qui peuvent process ce qu'ils sont en train d'écrire en le faisant sur leur, appli de notes et grand bien leur fasse. Moi, c'est impossible. C'est-à-dire que en fait, je pense que quand tu mets ton stylo sur le papier, tu as le temps de process aussi ce que tu es en train d'écrire et ça m'emmène à la suite presque. Ouais. Donc j'écris tout sur carnet et pardon, du coup, ta question, c'était le process et est-ce que j'ai besoin de temps de décanter? Et donc il y a des morceaux comme, Ballade, par exemple, Ouais. où, Ballade, je l'ai écrit en soi le morceau fini en 15 minutes, mais c'est des mois à avoir process ce que j'avais envie de dire sur cette chanson. Et pour le coup, pour, enregistrer ce morceau, ça m'a pris, presque, plus de 6 mois parce que j'arrivais pas à Mais du coup, t'as d'abord écrit les paroles et t'arrivais pas à trouver la non, j'avais fin? une track de piano. OK, J'ai écrit les paroles, mais en fait, il y a écrire les paroles et il y a ensuite enregistrer OK, et devoir, t'entendre dire ce que tu as à dire. Je sais pas si OK. ça a du sens. Non, j'ai du mal là. En gros, c'est comme dire un secret à quelqu'un, tu vois? Ouais. C'est dur de le dire et tu sais, tu bégaies un peu, Mmh. tu le dis pas d'un coup et cetera. Et avec Ballade, il y avait un peu ce truc où c'est une chanson qui est très dure pour moi, qui a été très dure à écrire et cetera. Et du coup, l'entendre et devoir la chanter et l'interpréter, c'était enfin, ouais, c'était très compliqué et du coup, je devais m'arrêter, toutes les 2 minutes, quand on a commencé à faire les versions finales, j'arrivais pas, enfin, tu vois, j'étais hyper frustrée dès qu'il fallait faire une harmonie, j'étais en mode: «Mais j'ai plus envie de» enfin, tu vois, j'ai plus envie d'entendre, cette histoire finalement parce que c'était trop de il y avait trop d'affect, dedans Ouais. et je l'ai même pas performé, pendant des mois. Je l'ai performé la première fois au Disquaire. OK. Avant ça, je l'avais jamais chanté parce que je me suis dit: «Genre, je sais pas, je vais m'écrouler sur scène, ça va être très compliqué» et du coup, ouais, il y a des morceaux comme ça, il faut, du temps de de pause après les avoir écrits, ouais, grave. Du coup, tu disais que, tu es auteure, compositrice et tout. Mmh. Est-ce que toi, du coup, tu travailles avec des beatmakers? Est-ce que tu travailles avec d'autres musiciens? Dans la construction de ton morceau, tu travailles avec qui et comment? Du coup, il y a plein de process différents et ça va vraiment dépendre des morceaux. Ouais. Il y a des fois où ça va être moi qui fais du guitare-voix et ensuite, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont très talentueux, qui vont, vraiment sublimer la track et en faire quelque chose, enfin un vrai Mmh. produit fini. Ou là où moi j'ai juste un petit brouillon, fait dans ma chambre quoi. Après, il y a eu aussi des collaborations de gens qui vont m'envoyer des prods par exemple, Mmh. sur lesquels je vais poser et ensuite, avec lesquels on va juste, enfin tu vois, on va les modifier ensemble, et enfin travailler le produit fini ensemble.
Et après, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de sessions aussi qui étaient soit j'ai trouvé une prod sur internet et tu vois, je fais un peu ma mélo dessus et ensuite je travaille avec un producteur. Je pense notamment à Max, tu vois, on a fait le son tout le temps un peu comme ça. Où lui, vraiment, il a pris un truc très brouillon que j'avais fait chez moi et puis il l'a Oui. vachement sublimé. Et après, enfin, en session ensemble. Et ensuite, j'ai fait une session, par exemple, sur Soir d'hiver, avec un mec très talentueux qui s'appelle Thibaut, où on s'est posé. J'étais dans un mood de merde, j'avais passé une journée vraiment nulle et tout. Mmh. Et il me joue un morceau, tu vois, il me joue une loupe de guitare hyper triste tu vois, et j'ai écrit le morceau avec lui et on se fait du feedback. Et mon process, c'est vachement comme ça, en fait, ces derniers temps, surtout, c'est soit je suis toute seule et je me base sur un truc que j'ai envie d'écrire, soit je suis avec quelqu'un et on se feedback sur ce qu'on a envie d'écrire et de dire à ce moment-là, tu vois. Du Ouais. coup, quelqu'un va jouer un truc, on va se dire, ok, ça c'est trop bien. Moi, je vais commencer à écrire des paroles, rajouter des idées peut-être sur la prod, etc. Et puis on s'échange comme ça jusqu'à ce qu'on ait un truc, un produit fini, quoi. OK. Bah, c'est hyper intéressant parce que j'avoue que, tu vois, genre dans les process enfin, entre le moment où tu vois le produit fini et comment ça commence, tu vois, genre c'est tellement abstrait et je trouve que c'est plus abstrait que quand c'est de l'illustration. Où Ok. l'illustration, tu vois le croquis et tout, mais c'est dur de matérialiser un croquis de paroles. Je sais pas comment dire. C'est marrant parce que tu vois, moi après je suis moins dans l'art visuel et du coup pour moi une illustration quand je vois un croquis, je trouve que c'est très similaire parce que je pense que toi tu fais des visuels et du coup t'as plus accès au process. Oui. Mais tu vois, moi quand je vois un croquis, je me dis c'est ouf comment t'es passé de ça aux couleurs que t'as maintenant, au genre parce que ça a vraiment Oui. un ton visuel et j'ai l'impression que vraiment musicalement, moi c'est beaucoup ça que je fais finalement, tu vois. Les gens avec qui j'ai bossé, Max, Thibaut et tout, c'est des gens qui ont pris un truc, un croquis, tu vois, un truc en noir et blanc, vraiment une esquisse de quelque chose, et qui m'ont permis en collaborant, on en a rendu un produit fini Oui. avec la couleur que ça a à la fin, tu vois. Tout ça, ça prend beaucoup de temps Ouais. et tu travailles en plus à côté. Oui, beaucoup. Tu es en 40 heures semaine Ouais. et comment on fragmente quelque chose qui prend autant de temps, autant d'argent, même personnellement, avec, enfin, comment ça se concilie, à toi, en tout cas, à titre personnel, ces 2 moments de la vie? C'est compliqué pour la faire courte. C'est beaucoup de sacrifices dans le sens où tu fais pas de pause. Ouais, Moi, je suis au taf, bah, du coup, 40 heures par semaine, si ce n'est plus. Et bah, ta pause déj, c'est faire tes mails pour ta sortie ou organiser ton shoot ou quoi que ce soit que tu ouais. as à faire. Et ensuite, surtout, qui est très frustrant, peut-être, c'est, tu vois, tu rentres chez toi, t'es crevé et tout. Moi, je me dis, parfois, je suis triste de me dire que je me force un peu à faire de la musique parce que j'ai pas envie que mon taf prenne le dessus, tu vois? Ouais. Et du coup, je me pose et je me force à écrire et tu pas envie d'être dans cette dynamique-là, donc il y a ça aussi. Et il y a le fait que tu as aussi beaucoup l'impression de perdre des opportunités, parce que, bah, tu es prise en fait, moi, si je lâche mon taf, aujourd'hui, j'ai plus de moyens de payer mon loyer, Oui. voilà, c'est tout, tu vois? Et du coup, c'est aussi prendre la décision de te dire que t'as pas envie que ton art soit ta manière de survivre. Parce que moi, j'ai peur de tomber dans un truc où, si là, j'arrête, Mmh. je vais devoir faire en sorte que la musique, ça marche et que ça marche vite parce que j'ai pas les Oui. moyens. Et je suis pas prête à faire ça, tu vois? Je suis pas prête à me rentrer dans cette dynamique-là parce que je sais que ça va me Oui, ça risque de bloquer peut-être la créativité aussi parce que créer dans une urgence, c'est pas forcément aussi c'est un peu paradoxal parce que quand à chaque fois on vous demande des business plans aux artistes, je suis vraiment en mode mais ça n'a pas trop de sens dans le sens où ça prend le temps que ça doit prendre normalement d'être artiste et de monter et de faire et c'est vrai que là, dans cette économie, C'est compliqué et c'est ouais, compliqué pour tout le monde et quand tu es indépendant, tu es une femme surtout indépendante qui n'a pas de formation, moi je suis arrivée, sans, contact, sans rien, ouais, voilà, tu vois, à faire mon petit truc de mon côté et j'ai la chance que tu vois, ça m'ait connectée à des gens très bien mais tu vois, sur cette question de ça prend du temps, quand tu taffes, tu as aussi beaucoup moins accès à des opportunités. ouais, Parce que, j'ai pas la possibilité de juste sortir et aller faire une scène parce qu'on m'a invitée, parce qu'en fait, tu vois, j'ai vraiment des obligations, et je peux juste pas, me bah, oui, oui, permettre, c'est finalement. normal. Mais tu as des gens je suis très bien entourée là maintenant et j'ai de la chance. Mais tu vois, tu as Reda par exemple, qui me dit à chaque fois, bah, moi il y a 2 ans, j'étais pas dans ce mindset, hein. J'étais en mode: «Mais en fait, c'est la merde, j'ai jamais le temps de rien faire, c'est horrible» et tu as l'impression que ta carrière te passe devant.
Mmh. alors que tu viens de commencer, donc déjà, faut se détendre un peu. Et tu vois, enfin, moi, j'ai Reda qui était en mode, en fait, tranquille, tu vois, ça prendra le temps que ça prendra. Et heureusement que j'ai pas sorti la première version de l'EP quand je voulais la sortir, parce que ça aurait été vraiment une catastrophe, tu vois. Mmh. Mais donc, ouais, faut être patient et il faut avoir un peu de résilience, même si j'aime pas forcément ce mot, parce qu'on demande beaucoup Oui. aux femmes, particulièrement, d'être très Mmh. résilientes et très patientes et tout. Mais en réalité, moi, c'est ce qui me sauve un peu Ouais. dans cette économie. Tu dis que tu as su, trouver les bonnes personnes. Comment on s'entoure des bonnes personnes? On fait beaucoup d'erreurs. Franchement, c'est un truc qui s'apprend sur le tas et j'ai envie de dire que j'ai eu de la chance aussi parce que vraiment, genre mes potes, c'est des gens, incroyables et sur qui je peux compter. Ça a pas du tout toujours été le cas parce qu'en fait, au début, l'idée, c'est que moi, j'étais tellement excitée à l'idée de faire de la musique finalement, tu vois? C'était Ouais. un truc que j'avais dans la tête depuis longtemps que j'avais jamais fait et du coup, je me suis jetée la tête la première dedans. Du coup, toute opportunité pour moi était une bonne opportunité, du coup, tu parles à tout le monde de tout et Mmh. n'importe quoi et non, tu vois? Je pense que la clé, ça a été pour moi de me faire confiance sur ce que je voulais faire et de, du coup, trouver des gens qui s'alignaient avec moi plutôt que moi d'essayer, à tout prix de tu vois, Oui. de me faire un peu valider tout le temps, Et oui, trouver les gens qui aiment sincèrement le projet et pas chercher à faire aimer le projet. ouais. Et c'est aussi se donner le temps de voir ce que tu as envie de faire et tu vois, d'expérimenter et de faire évoluer ton projet. Dans ce process-là, j'ai pu rencontrer des gens qui sont restés avec moi, tu vois, qui sont venus me voir sur plusieurs lives et qui ont finalement adhéré au projet. Comme ça que ça s'est fait, mais ça prend du temps, franchement, Ouais. de, de trouver les bonnes personnes, ça prend du temps. Et tu as encore peur de te tromper, de tomber sur les mauvaises personnes? Ouais. En fait, enfin, le monde de la musique, moi, enfin, je pense que tous les artistes et toutes les artistes, on a une relation avec le milieu qui est très conflictuelle. Parce que c'est un milieu où à la fois tu as des gens mais vraiment extraordinaires Ouais. et où c'est quand même une économie, tu vois, c'est un marché. Et du coup, ça va vite de prendre la mauvaise décision, je sais pas, de mettre ton projet dans les mains de quelqu'un qui ne le comprend pas et tout. Moi, c'est ma phobie, tu vois, j'ai vraiment Mmh. peur de ça. Surtout que j'écris des trucs qui sont hyper personnels. Ouais. Donc j'ai très peur tu vois, de me lancer dans un truc et en fait d'être complètement incomprise. Parce que déjà, quand tu commences à écrire, moi en tout cas, c'est un peu de ce truc-là tu vois, d'être entendu sur des trucs où t'as pas forcément l'impression d'avoir été entendu dans ta vie, tu vois, tu peux l'être dans ton art. Du coup, c'est ça la peur que j'ai, moi, tu vois. Par exemple, si jamais un jour j'ai un manager ou une manageuse, tu vois, faut que ce soit quelqu'un qui me comprend. Ouais. Et j'espère que je me tromperai pas. Mais là, je pense que je suis un peu plus rodée, mais Oui, bah, après, je pense qu'on apprend comme tout. exactement. La dernière fois, tu me disais que tu avais un public qui voulait te gatekeep. Bon, alors déjà, on va refaire une définition de qu'est-ce qu'est le gatekeep. Et ensuite, comment tu expliques cela selon toi? Du coup, le gatekeep, c'est quand tu veux pas, c'est comme avoir une super bonne adresse et en Mmh. fait, tu veux pas qu'il y ait la queue là-bas. Et du coup, tu dis à personne que ce resto existe. C'est ça le gatekeep, c'est Ouais. garder quelque chose pour toi. Et en fait, je disais ça parce que souvent, on regarde les réseaux sociaux et on se dit, putain, enfin, en tout cas, moi, je me dis, euh, est-ce que les gens sont engagés? Est-ce qu'ils regardent? Est-ce qu'ils aiment et tout? Parce que tu le vois pas forcément de manière publique. Ouais. Et par contre, en DM, tu vois, je recevais plus de trucs privés en mode, ah ouais, j'ai écouté ton projet, j'ai adoré. Ouais. De gens qui n'ont jamais interagi publiquement. Et du coup, la blague qu'on s'était fait avec mes potes, c'était ouais, en fait, les gens ils te gatekeep, ils veulent pas que. Ouais. Tu vois, ils veulent que tu continues à faire des concerts pas chers et qu'il y ait jamais la queue et tout, tu vois. Et je pense que c'est. Déjà, je pense que c'est parce que je suis au début et je suis très ambitieuse avec ce que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai envie, tu vois, Ouais. que ça marche plus. Et aussi, je pense que moi, je suis un peu comme ça. Et du coup, t'attires des gens qui sont un peu comme toi, tu vois. Genre, je suis très anxieuse des réseaux sociaux et du coup, je suis pas la meilleure à être dessus et Ouais. à engager moi-même avec les autres et tout. Quand je trouve un artiste que je kiffe trop, tu vois, je l'envoie à mes potes, mais je mets pas de story et tout. Enfin, tu vois, je suis très dans mon truc et je pense que, tu vois, j'ai attiré un public qui est comme moi finalement. On a le Et public qu'on mérite. on a le public qu'on mérite et moi, j'adore mon public pour le coup, tu vois. Au Disquaire, tout le monde était C'était très, tout le très monde bien. était trop beau, hein. On peut Franchement, pas. tout le monde est trop mignon, trop sympa. Ouais, et du coup, j'ai un public fantastique, mais j'ai un public qui est comme moi, qui probablement ne met pas 1 milliard de commentaires sur Insta, mais en tout cas qui vient à mes shows et je suis très contente. Oui, et le plus important, et je pense que c'est aussi un truc que beaucoup de personnes ont peur en mode ah, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup. Mais je pense que la qualité des personnes qui te suivent, dans le sens où c'est ça, mieux vaut avoir 300 personnes qui te suivent à chaque fois que 10 000
qui sont juste là en mode ouais, c'est stylé. Enfin, en public, mais qui viennent pas. Mmh. Ouais, je suis d'accord et puis je pense aussi et encore une fois, c'est plus facile à dire, hein, ça veut pas dire que je fais pas, de crise d'angoisse parfois quand je vois que je sors un projet et que tu vois, tu pas l'engouement que tu aimerais avoir parce que pour toi, c'est ton bébé, tu vois? Ouais, Mais je pense que c'est hyper important de relativiser et de comprendre aussi que Instagram ou TikTok et cetera, c'est des plateformes qui nous permettent de nous tu vois, de trouver un public, mais c'est aussi des plateformes qui sont là pour se faire de l'argent finalement et du coup, enfin moi, il y a des potes à moi que je suis, que j'adore, je vois que leurs publications sponsorisées maintenant, tu vois? ouais, Et donc j'essaye vachement de relativiser sur ça et de me dire, on est de toute façon hyper saturé et ça veut pas c'est pas une réflexion de ce que tu fais. C'est dur de quand tu le vis, mais en vrai, c'est pas du tout une réflexion de ça et même encore une fois, je pense aux disquaires. Je m'étais dit: «Ça va être une catastrophe» et tu le sais très bien, on en parlait, tous les jours, ouais. «Ouais, putain, c'est la merde et tout» et au final, Les gens avaient besoin de leur paye. ouais, voilà, les gens avaient besoin de leur paye et puis ça s'est très bien passé et puis là, Oui, enfin, tu vois? Mais donc c'est pas du tout une représentation fidèle de oui. ni de ton art, ni de ton audience, en fait. Ah, mais totalement. Donc je pense que là, c'est vraiment une phase pour moi de bien sûr de m'en servir en tant qu'outil, mais aussi de vraiment s'en détacher et de se dire que c'est juste un outil, tu vois? Comme tu disais, l'industrie est très saturée. Comment on fait pour rester soi-même et pas essayer de copier un truc qui a marché? Je pense qu'il y a 2 trucs. En termes de musique, Mmh. moi, vu que je suis partie du principe que de toute façon, j'avais de la chance de pouvoir commencer à faire de la musique et que, c'est un truc que je fais vraiment pour moi, pour le coup. Ouais. Et donc musicalement, moi, ce qui me permet de continuer à, trouver mon son, j'imagine, Mmh. c'est d'expérimenter et de vraiment, écouter un maximum de choses, super éclectiques, et de m'y trouver là-dedans Ouais. et de vraiment continuer à pratiquer, à expérimenter et cetera. Mais musicalement, je pense qu'il y a ça et il y a se dire que tu fais ta musique pour toi. Ouais. Après, chacun fait de la musique pour ses raisons, tu vois? Mais j'avais un ami qui me disait souvent, faut que tu te rappelles de pourquoi tu fais ça et de ce qui t'a amené à faire ça, tu vois? Et quand ce qui t'a amené à faire ça, c'est, bah, j'ai envie d'être entendu et par entendu, c'est pas, forcément, reconnu, mais c'est entendu dans ta vérité Dans ou ton message, dans ouais. ton message et cetera. C'est dur de vouloir copier quelqu'un d'autre parce que ton message, il y a que toi qui l'as, tu vois? Au Mmh. final et du coup, je pense que musicalement, c'est ça. Là où il y a un petit piège, je pense de pas vou de copier et cetera, c'est, sur, tu sais, on parle beaucoup de contenu et les artistes aujourd'hui, c'est Oui. beaucoup des créatrices, des créateurs de contenu et c'est de se dire: «Ah, est-ce que, je ferais pas ce format parce que, Ouais, ça a ça va marcher?» fonctionné, la tata. Et bah, tu vois, une fois, je parlais avec une copine, qui est géniale, qui fait du marketing et tout et elle me dit, «Non mais viens, on fait une série sur TikTok où genre tu fais un songwriting challenge». Et moi, alors, je suis pas du tout dans ça, tu vois? Ouais. Et en fait, j'ai essayé, c'était enfin, pour moi, c'était une torture. Ouais. C'était franchement, c'était l'enfer, Aucun plaisir. aucun plaisir et tu le voyais même, je pense que tu le ressens, en fait. Je pense que les gens aussi, ils le ressentent, tu vois? Tu me vois sur Mmh. la caméra, je suis en mode: «Hi, I'm Hasna, nanana». Pas du tout ma DA. Pitié, sauvez-moi, marqué Non, sur mais le front. je te jure, je te jure. Franchement, j'avais l'air en souffrance. OK, le son, il était sympa, mais tu voyais que j'étais comme as en train de pousser, tu vois, pour le faire Ouais. et voilà, du coup, je pense que moi, je cringe trop vite et peut-être que je suis un peu trop prétentieuse pour me retrouver dans des trucs de trend. Hem mais par contre, ça donne envie, tu vois? Ouais. Ça donne envie, tu te dis: «Putain, en fait, si je faisais ça, ça marcherait» et cetera et et en essayant ce challenge, je me suis dit: «En fait, si c'est pas, heu, authentique à moi et que j'ai l'air d'être, en panique, sur le truc et bah, Ouais. ça a beau être trendy, ça va pas marcher». Bah, oui, c'est toujours en plus, ce qu'il ressent en mode: «Ouais, restez authentique», mais dur, Bah, très dur dur. quand c'est les mêmes trucs qui fonctionnent et qu'en gros, bah, rester authentique dans un format qui te correspond pas, c'est mission impossible. Mmh. Il y a beaucoup d'artistes, qui en parlent, tu vois, de ça et qui te disent, enfin, tu vois, qu'il y a des équipes derrière, des labels derrière qui les coachent, qui leur imposent presque des formats parce que ça a marché pour quelqu'un d'autre. Ouais, Et en fait, le fait est que ça a marché pour cette personne parce que c'était peut-être la première fois que ça avait été fait, que ça allait très bien avec la musique de la personne et cetera et que c'est pour ça que ça a pris, tu vois? Mais là, je je trouve ça parfois un peu triste. Tu es sur Insta et puis tu vois le même hook, sur toutes les vidéos, oui, oui, normaliser de ne pas, skipper un petit artiste, ça ah, si ça tu ça me tombes donne sur cette vidéo, ça ça me me donne donne envie de skip de ouf, bah, direct. ouais. J'en peux plus.
Et c'est dommage, parce Oui. que ça veut pas dire que la musique, elle est pas bien, tu vois. Oui. Et moi, je comprends de fou que tu fait du son. Et tu as cette fameuse interview de Tyler, the Creator, je crois, qui disait putain, mais les gars, vous travaillez sur un album pendant 2 ans et puis vous faites une promotion sur une story Instagram comme si c'était pas Un vrai truc. un vrai truc, Ouais. etc. Et du coup, faut pousser, faut pousser, faut pousser. Et du coup, je comprends de fou, tu vois, mais il y a une partie de moi qui peut pas m'empêcher de me dire il y a sûrement d'autres moyens, d'autres manières de faire Mmh. qui sont propre et unique à nous, tu vois. Mais après, c'est dur de se battre avec un algorithme finalement. Et je Oui. pense que tout le monde essaye de faire de son mieux. Eh mais tu m'offres une parfaite transition pour la Mhm. prochaine question. Parce que tu parlais d'algorithme Mhm, et donc tu as réussi à être playlisté sur une grosse playlist, Spotify mhm, qui est un peu, j'ai l'impression, le saint graal pour beaucoup d'artistes de réussir à se mettre sur une grosse playlist pour se faire découvrir. mhm. Surtout quand on est artiste indé. Donc pourquoi c'est un aussi gros saint graal et pourquoi est-ce que c'est si dur que ça? Je pense que oui, c'est dur. Moi, j'ai sorti un morceau qui s'appelle Dette et doute Mmh. en 2023. Et c'est un peu là où ma vraie, ça veut rien dire vrai ou faux, mais c'est là où je me suis mise à faire du son plus sérieusement en tout cas. Tu t'es légitimé, du coup, à ce moment-là? Je pense que moi déjà la playlist j'étais choquée parce que on m'avait toujours dit et je pense que c'est important de déconstruire ces trucs-là aussi. Moi on m'a toujours dit ce sera pas avant 5 ans que tu auras ci et ça, cette étape-là c'est à tel moment, etc. Enfin il y a Ouais, beaucoup quand même de trucs préconçus dans la musique où on va te dire que telle chose est impossible si t'as pas de label ou si t'as pas de ça et tout. Là ça va mieux, tu vois, les gens se rendent compte que quand t'es indé tu peux faire beaucoup de ouais. choses. Mais quand j'ai commencé il y avait quand même ce truc-là. Moi simplement j'ai pitché mon son sur Spotify comme n'importe quel artiste peut le faire. Et je l'avais fait pour 3 autres morceaux, 2 autres morceaux, pardon. Ça, c'était pas, je m'étais pas fait playlister, mais moi je suis une forceuse. Donc en fait, j'avais mes premiers morceaux qui étaient mal mixés et tout, mais je les envoyais à tous les médias que je trouvais. Je trouvais des adresses mail, je forçais, je remplissais des formulaires sur des OK. sites gratuits et tout, mais laisse tomber, hein. J'étais en mode non, quelqu'un va écouter, tu vois. Peut-être ce sera 20 personnes, mais il y a quelqu'un qui va écouter ce morceau. Et je me rappelle très bien, j'étais à l'Eurostar. Je venais de sortir Date et Doute. Moi, on m'avait toujours dit la playlist est hardcore, c'est 1% des gens, blablabla. Et je scrolle mon propre profil Spotify. Je sais plus, c'était pour voir si la track était bien sortie ou quoi. Et je vois à la fin, featured in le miel. Ouais. Et je me dis, mais c'est sûr quelqu'un s'est trompé. Vraiment. Et en fait, je reçois un mail automatique Ouais. Spotify, votre playlist a été ajoutée, mais laisse tomber, j'ai cru que j'allais m'évanouir et tout, j'étais en mode... En fait, tu vois, c'est ça, c'est que ça devrait pas être le cas, mais moi je me suis vraiment dit, oh putain, ça veut dire que j'ai fait un bon morceau, tu vois. Ouais. Alors Parce que ça, que... du coup, c'est les gens de Spotify qui Qui... décident Ouais, si tu es sur cette playlist ou ouais, pas. ouais, Et donc, c'est des playlists qui sont suivies par beaucoup ouais, de personnes. Donc, ouais, c'est un bon moyen d'être mis en avant par les ouais, plateformes. grave. Ok. C'est un moyen, en fait, je pense qu'il y a ces deux aspects-là pour lesquels les artistes veulent être placés en playlist. En tout cas, moi pour ma part, qu'on me corrige si j'ai tort, je pense qu'il y a l'aspect se légitimer. C'est-à-dire qu'en fait, tu as été placé sur une playlist, un curateur ou une curatrice, je te dis que c'est quelqu'un qui a très bon goût, qui écoute de la musique tout le Ouais. temps. Donc si ta track a été choisie, c'est qu'il y a de la valeur ajoutée sur ta track. Du coup, il y a cet aspect-là vraiment d'être légitimé par une institution de musique. Et après, il y a le truc de stream, en fait. Simplement, quand tu es mis sur une playlist qui est suivie par plus de 100 000 personnes, Pas mal, 100 et 000 personnes. bah, ton son, il va être beaucoup plus streamé, tu vois? Et Ouais. c'est moins déprimant, en vrai pour toi, quand, tu as mis, je sais pas combien de tes économies sur un morceau, de voir que, tu as 10 000 streams. Moi, mon premier 10 000 streams, je l'ai fait parce que j'avais été playlistée notamment, tu vois? Ouais. J'étais en pétard, tu vois? J'étais en mode: «Ça y est, let's go, On fire. on fire», tu vois? J'étais trop contente. Ça a pris 2 mois, hein, tu vois? Oui, oui. C'était pas du tout un truc instantané, mais moi, j'étais hyper contente et je me suis dit: «Putain, trop cool, que cette histoire-là, elle ait pris avec des gens, quoi». Bah, en vrai, oui, ça fait sens. Du coup, tu dis quand même 2 mois. Tu penses que ça valait le coup d'attendre et d'être dans ce stress? Est-ce que ça me peut mettre plus de temps pour les playlists? Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Mmh. Entre le moment où tu pitches et le moment où c'est mis dans des trucs. T'as suivi une formation Spotify à Londres, il me semble, non? T'avais pas fait une conférence ou... Ouais, j'avais fait une conférence, Ok. du coup à Paris. Moi, ce que j'ai beaucoup fait et ce que je recommande beaucoup après, des professionnels de la musique pourront dire autrement, mais en tout cas, moi, je me suis déterre à essayer, en tout cas, de comprendre, un peu comment ça marchait en dehors du côté artistique, sachant que je suis pas Ouais. accompagnée et cetera.
Et du coup, je suis allée à beaucoup de, tu sais, de petites conférences comme ça, de labels indépendants qui t'expliquent. OK. Ça peut être du pitch, ça peut être du représentation presse, etc., de comment te marketer et tout. Et en fait, j'ai juste beaucoup suivi ce genre de conférences, j'ai regardé des tutos sur YouTube et tout. Ouais. Et c'était beaucoup d'essais et d'erreurs. Et comment tu les trouves ces conférences? Je tape sur internet. Maintenant, c'est plus facile parce que j'en ai beaucoup fait. Du coup, j'ai des, tu vois, je reçois dans mes mails et tout. Ouais. Mais par exemple, si vous êtes en France, s'inscrire à la SACEM, c'est à partir de 1000 écoutes. 1000 OK. écoutes ou 1000 vues sur un clip. OK. Ça m'a pris 10 minutes à m'inscrire. À partir du moment où on est inscrit à la SACEM, on a des invitations pour des conférences OK. diverses et variées. Il y a des programmes d'aide, donc super important d'être dans ces circuits-là. En Angleterre, il y a un truc qui s'appelle Help Musicians qui a des conférences et moi, à travers cette conférence-là, en fait, je parlais avec une femme qui travaille là-bas et qui me disait, bah là, on a une formation pour ingénierie du son. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont postulé, je t'encourage vraiment à le faire. Et grâce à ça, j'ai eu une formation d'ingé son en studio intensive de, je crois, que c'était 3 jours. Euh, et tu vois, ça m'a vraiment permis d'acquérir des compétences en dehors de mon écriture et de mon chant, etc. Ouais. Euh, Ça veut pas dire aujourd'hui que je suis ingé son, mais ça veut dire que j'ai plus une compréhension de ce que je veux faire, de ce que je peux faire, de ce qui est possible de faire en studio. Et ça te donne aussi vachement confiance en toi Ouais. tu vois, d'acquérir ces compétences-là. Et Help Musicians ou la SACEM vont vous aider aussi sur des trucs de représentation, de pitch, Ouais. Spotify, etc. OK. Bah, du coup, là, on arrive déjà vers la fin. Est-ce que si tu avais une petite sœur, qu'est-ce que tu lui conseillerais si elle te dit: «Oh, je veux faire comme toi»? Qu'est-ce que pour en Waouh. arriver au stade où toi tu es, par où commencer? Si elle, elle a jamais rien fait. Genre, t'as jamais fait de musique, tu veux. Ouais, Ça va être très bateau, mais vraiment juste commencer. ouais, C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de beaucoup de matos. Ça aide, hein, l'argent et le matériel. Mais vraiment, GarageBand et un micro USB, ça suffit. Et essayer, c'est très dur. En tout cas, c'est la partie la plus dure pour moi, de se faire confiance et de juste pas avoir peur de se tromper ouais, et de faire. Et je pense qu'avoir peur de se tromper, c'est le truc qui nous retient le plus de s'exprimer et d'expérimenter. Et moi, c'est ça que je dirais, c'est n'aie pas peur de te tromper. Tout le monde se trompe. Personne sait vraiment ce qui se passe. Personne ne sait, enfin, on sait pas ce qu'on est en train de faire en vrai. oui, On fait comme on peut, tu vois. Mais du coup, vraiment, essaye et surtout ne pas laisser tomber. Tu sais pas ce que c'est la prochaine étape. Moi, il y a beaucoup de fois où j'ai douté, où je me suis dit, tu vois, c'est pas ouais, fait pour moi et tout. Et 2 jours après, tu reçois une très bonne nouvelle. Enfin, voilà, juste essayer, pas avoir peur de se tromper et ne ouais pas arrêter. et faire confiance à l'ascenseur, émotionnel. Ouais, faut s'accrocher, mais faut être patiente et pas s'arrêter. Mmh. Est-ce que tu aurais une petite médiagraphie ou des recommandations là, De bah, choses à regarder. de regarder, films, musique, tu peux dire les derniers albums que tu as kiffés, enfin Ah vraiment ouais, je vais toutes les ressortir. recommandations que là tu as envie de donner, qui Alors, seront listées du coup dans le post, Instagram. alors déjà, je vais vous dire, il faut absolument écouter Ray. Je sais pas si tu connais. Ah bah, bien sûr. Ouais, mais tu sais, il y a plein de gens qui parlent qui connaissent pas. Moi, je suis choquée. Ray, c'est Mmh, vraiment voilà. indispensable. Mon titre préféré, Black Mascara. Quand tu sais en Ouais. plus comment il a été enregistré, pourquoi. Enfin, quelle dinguerie. Non, mais Ray, et puis j'ai eu la chance de l'avoir live, incroyable. Ah ouais. Je veux aussi recommander une staroken que j'ai croisée hier qui s'appelle Lala Rami, Ah! qui fait de la pop et du rap. Elle est vraiment incroyable. Ensuite, récemment, j'ai beaucoup écouté Kalika. J'adore, Ouais, je l'ai vue en concert. franchement. Et c'est comment? C'est incroyable. Elle est trop mignonne, trop drôle. Puis genre, elle travaille ses shows, quoi. Ouais, et je crois qu'elle va sortir ou elle a sorti un. J'ai vu qu'elle avait sorti un single, mais je sais pas si c'est un single rattaché à un projet ou... J'espère, en tout cas. Je sais J'espère pas, mais aussi. j'espère. Ensuite, il y a Yoa que j'aime beaucoup. Bah alors là, ouais, tu me parles à Euh, mon cœur, Yoa. Bah ouais, voilà. Enfin, il y a beaucoup d'artistes féminines que vraiment j'adore. Donc je dirais celle-là pour l'instant. Après, il y a Malquette, Ok, je connais euh, pas. qui est une artiste marocaine qui, enfin, une voix incroyable, voilà.
Et pour l'instant, je dirais que c'est tout. Je vais garder que des artistes féminines pour cette occasion. Moi, ça me va parfaitement. C'est bon? Ça me va parfaitement. Trop bien. Et si t'as je sais pas, une série du moment, un truc qui toi... Alors, faut savoir un truc, c'est que je ne regarde rien. C'est un running gag avec mes potes et avec mes colocs. Je regarde les murs, mais je ne regarde pas de Ah ouais, c'est je sais pas pourquoi. même des clips, des... Est-ce qu'il y a des clips que j'ai aimés récemment? Bah franchement, j'ai beaucoup aimé le clip de Lala Rami. Ok. Est-ce qu'il y a des clips que j'ai aimés? Il y en a sûrement, mais moi je suis une meuf des vidéos essais sur YouTube. Je sais pas, il y a une femme qui s'appelle Minali Ok. qui fait des essais du coup de pop culture qui rencontrent la politique et la mode. Ok. Et elle sort ça, je crois, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Trop Et à bien. chaque fois, c'est sur des sujets hyper précis. Et je suis une meuf de ça, moi. J'adore. J'écoute ça, Je regarde Arte en boucle. let's go. Vraiment. La bobo originelle, c'est moi, je suis désolée. Du coup, je suis chez moi en train de regarder pourquoi tout le monde se ressemble de nos jours. Et elle te fait un cours historique Ah ouais, non, sur ça dans la mode et tout. Et elle est hyper drôle et c'est très léger pour des sujets qui peuvent être qui Ouais. sont hyper importants, euh, notamment pour les femmes en général. Est-ce que t'as un petit mot de la fin? Bah, merci beaucoup. Et d'ailleurs, Je ne fais pas cet exercice souvent et c'était c'est trop trop bien. cool. En plus, ça s'est vraiment fait un Et peu en dernière ouais, minute. en une semaine. Mais ouais, même pas. Du coup, là, on est vraiment début juin. J'ai Mhm. jamais eu autant d'avance pour un épisode qui Trop sortira bien. genre dans un mois tout pile à cette heure-ci. Donc bah, moi, du coup, je vais vous lire la conclusion. Ouais. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci infiniment à Asna d'avoir accepté l'invitation et d'avoir joué le jeu avec autant de sincérité. À dans un mois, dans Après tout, le podcast des artistes pas encore connus. Et si vous doutez, continuez quand même. J'adore.